Stage Manager en progrès. Cadran, on n'est jamais trop prudent. Self-Repair by Samsung. Vision pas claire. Apple au ciné. Mardi 20 juin 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 420. Bonjour à toutes et à tous. Stage Manager avec iPadOS 17, Fabrice. Il y a du mieux, mais il reste apparemment du boulot. Alors, il reste du boulot, c'est normal, parce que ce qui a été présenté dans iPadOS 16 avec Stage Manager, c'était quand même déjà pas terrible. Je vais faire mauvaise langue, je vais encore me faire engueuler. Mais on rappelle que c'est ce qu'avait présenté donc Apple pour permettre sur iPad de gérer des fenêtres un peu plus à la mode Mac, c'est-à-dire avec des fenêtres flottantes et redimensionnables, ce qui n'était pas possible jusque-là, avec beaucoup de limitations, notamment le redimensionnement des fenêtres est assez limité en fait, c'est entre quelques taille seulement, le positionnement aussi, enfin donc c'est pas tout à fait terrible. Et puis là, il semble que les premières personnes qui ont testé, alors c'est pas mon cas, j'ai pas encore installé iPadOS 17 bêta, mais il y a du mieux justement dans le positionnement des fenêtres, dans certains raccourcis clavier où on peut, en faisant un shift clic, majuscule clic, ajouter une fenêtre, ça a l'air un peu plus simple. Ce que je note en fait surtout, c'est qu'il y a cette volonté quand même de faire évoluer l'iPad vers le Mac avec un peu plus de flexibilité, et notamment quelque chose, c'est-à-dire qu'en même temps que Stage Manager et la gestion des fenêtres, on a vu que l'iPad, avec iPadOS 17, serait capable de gérer des webcams externes avec sur port USB, ce qu'on peut faire avec un Mac, mais jusque-là, pas avec un iPad. Et donc, ça devrait permettre à l'iPad aussi d'être utilisé en mode, alors on dit en anglais clamshell pour un portable, c'est-à-dire que tu prends un MacBook, tu le branches à un écran externe et ensuite tu fermes le capot et tu peux continuer à utiliser ton MacBook. Alors sur un iPad, il n'y a pas de capot, mais en gros, ça permettrait d'utiliser l'iPad sur un écran externe et uniquement sur un écran externe quand on est branché avec un clavier, etc. et d'utiliser une webcam, etc. Donc voilà ce qui permettrait de transformer l'iPad en véritable ordinateur de bureau quand on est à son bureau et puis ensuite de partir en mobilité avec quelque chose de vraiment très léger. C'est marrant parce que finalement on se rapproche de quelque chose que propose Samsung sur ses téléphones avec le mode de DeX, si je ne m'abuse, qui permet de faire ça avec un smartphone plutôt qu'une tablette. J'ai déjà vu des gens l'utiliser pour travailler ça et ils trouvent ça très pratique. Donc voilà, c'est une autre approche pour Apple et finalement c'est peut-être vers là que se dirige Stage Manager. C'est intéressant comme évolution. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, pour personnaliser votre Apple Watch, vous ne pouvez choisir que parmi les cadrans proposés par Apple. Depuis quasiment le lancement de la première Apple Watch, beaucoup attendent l'ouverture d'un App Store pour cadrans et ainsi multiplier les possibilités. Si vous faites partie de cela, ne retenez pas trop votre souffle. Dans une interview donnée au journal suisse Tag Anzeiger, Kevin Lynch, le vice-président des technologies d'Apple, et Deirdre Colbeck du service marketing indique qu'en gros Apple ne le souhaite pas pour éviter les éventuels problèmes que pourraient poser les cadrans programmés par d'autres. Vraie excuse ou vraie raison selon toi ? Alors, on n'en sait trop rien parce que finalement, ils ont quand même pas été très disers sur le sujet. Ça ressemble beaucoup à de toute façon au discours à propos de l'App Store qu'ils ne veulent pas ouvrir. Hein, et je trouve que c'est très parallèle au discours concernant le side loading, c'est-à-dire la possibilité qui va être rendue obligatoire par l'Europe finalement de pouvoir installer sur son iPhone des applications qui ne viennent pas de l'App Store. Ce serait étonnant d'ailleurs que ça ne touche pas les cadrans de l'Apple Watch, mais c'est toujours le même discours de la part d'Apple de protéger la simplicité d'utilisation, puis partant de là aussi un peu la sécurité. J'en sais rien. On sait aussi que certains considèrent que c'est une façon pour Apple de se protéger contre d'éventuels procès de gens qui reproduiraient des cadrans de montres de marque. Et donc il faut aussi protéger ça, donc ça c'est assez compréhensible. Bon, il y a quand même des moyens d'aller un petit peu plus loin que ce que propose Apple avec des applications comme Widgetsmith qui permettent d'aller un petit peu plus loin là-dedans, donc on peut explorer ça aussi. Et puis tant que de toute façon Apple n'aura pas de véritable concurrence dans le domaine des montres connectées, je pense que ça n'évoluera pas.
Samsung lance en France son service de réparation à faire soi-même proposé pour les Galaxy S20, S21 et S22, le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360. Alors au vu des vidéos qui détaillent les étapes pour par exemple changer le dos en verre ou même l'écran d'un smartphone de la marque coréenne, on a l'impression, Fabrice, que c'est quand même plus facile que ce que propose Apple dans le même domaine. Ben oui, parce que tu te rappelles des vidéos de gens qui ont commandé le kit de réparation d'un écran d'iPhone, par exemple, où on se fait livrer 2 valises qui font 20 kilos chacune, avec Oui. une presse, presque un four micro-ondes et machin, enfin, pour démonter et remonter tout ça. Ellie nous avait confirmé d'ailleurs qu'en gros, on reçoit, quand on commande ça, les outils qui sont utilisés dans des magasins comme les siens, justement. Donc ça demande beaucoup de... D'abord, c'est lourd à faire, en plus d'être lourd à porter, et puis il faut des compétences quand même certaines. Là, on est sur des choses avec des étapes un peu plus simples. Bon, donc ça a l'air d'être plus ouvert que le programme d'Apple, en lien avec iFixit, qu'on connaît bien, hein, qui font tant de vidéos pas à pas pour nous donner les moyens de réparer nous-mêmes un certain nombre de choses. La démarche est louable, il me semble. Je faisais référence à la concurrence au niveau des Apple Watch tout à l'heure. Apple est un peu seul. Là, cette volonté de rendre les choses un peu plus réparables, et ça va faire un peu pression sur Apple en particulier, mais sur toutes les marques en général. Ce sera peut-être accompagné, on avait aussi parlé de ça dans la quotidienne, de la prochaine obligation peut-être de rendre les batteries de nouveau amovibles. Comme tu sais, moi ça me réjouit que ce soit un peu plus réparable, et tout effort dans ce domaine me paraît louable. Le site iMore a demandé à plusieurs développeurs ce qu'ils pensaient du masque de réalité mixte Vision Pro, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'en ont pas une vision claire. Oui, alors c'est vrai que c'est assez étonnant. En gros, ils disent tous la même chose, et c'est ce qu'on avait vu aussi juste après la WWDC, pour ceux qui ont essayé le masque, c'est que d'un point de vue technologique, c'est absolument étonnant. Le concentré de technologie, et cette expression n'est pas galvaudée dans ce cas précis, est absolument étonnant. Mais on ne sait pas encore exactement à quoi ça va servir. Et on avait évoqué ça aussi, c'est que même Apple n'a pas réussi à nous raconter une histoire totalement homogène sur le sujet. Et en gros, c'est justement charge aux développeurs d'inventer la vie qui va avec, comme disait un slogan, je ne sais plus duquel il s'agit. Et pour l'instant, les développeurs, en tout cas ceux qui ont été interviewés, savent pas trop. Alors en même temps, c'est normal, ils l'ont pas eu dans les mains, hein. Certains d'entre eux, ils ont été interviewés, ils l'avaient même pas essayé. Il y en a un qui m'a... Il y a 2 exemples qui m'ont frappé dans les interviews. Il y a celui qui fait la fameuse application Picalc, qui est une calculette depuis si longtemps sur Mac, depuis déjà très longtemps. Et il a aussi une petite application qui est destinée à lancer des dés pour ceux qui jouent à Donjons et Dragons, par exemple. Alors 6 faces, 8 faces, 10 faces, jusqu'à 20 faces. Et en fait, il en a fait une version en réalité mixte, enfin en réalité augmentée, réalité virtuelle plutôt. Et donc, en gros, lui, il se dit, mon application est déjà prête, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le masque. Et puis, il y a un autre qui fait une application dédiée à la laine et tout ce qui est tricot et machin. Et donc, il imagine peut-être qu'on pourra faire du tricot virtuel en bougeant les doigts sous le masque. Mais il se demande quand même, bon, d'accord, c'est peut-être possible, mais à quoi ça va bien servir? Finalement, il n'en sait rien. Donc, cette informatique spatiale en devenir, l'est vraiment en devenir. Et pour l'instant, on a hâte de voir, mais c'est pas clair, donc. On en sait un peu plus sur le prochain film Apple qui sortira aussi en salle. Argyle, c'est son titre, sera dirigé par Matthew Vaughn, que l'on connaît notamment pour la série des Kingsman. Il réunira une flopée de têtes d'affiche comme Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa ou encore Samuel L. Jackson. Bref, Apple semble ne pas vouloir prendre trop de risques pour sa prochaine tentative dans le monde des salles obscures. C'est vrai, parce qu'avec toute une flopée de gens comme ça, ça devrait faire un gros film d'action, d'espionnage et tout ce qu'on veut, sûrement très bien d'ailleurs. Et je pense que c'est une bonne idée de la part d'Apple aussi de pas prendre de risques. On sait que les relations entre le monde de la production cinéma et le monde du streaming sont pas forcément très bonnes. Netflix s'y était essayé, mais malgré tout, ça a l'air d'être un passage obligé pour
pour faire vivre l'industrie, pour la faire évoluer de manière plus douce que simplement de dire les salles obscures ne servent à rien, maintenant qu'on peut tout regarder chez soi. Je me dis que la prochaine étape pour Apple, ce sera d'avoir quelque chose avec Tom Cruise, parce que lui qui est très très défenseur justement des films en salle, qui en gros, on se rappelle du temps de la pandémie, il avait gardé Top Gun au chaud le temps qu'on puisse retourner en salle. Il fait pareil avec Mission Impossible 7 là, qui sort bientôt. Voilà, donc je pense que Apple a les moyens de ses ambitions dans ce domaine et ça va être intéressant à voir. Je pense qu'au-delà juste du film lui-même, cette évolution de production cinématographique qui englobe les salles, je trouve ça très intéressant. Et puis on se souvient qu'il y a aussi les projets qui ne vont pas jusqu'au bout chez Apple, dont l'adaptation moderne de Metropolis, le film de Fritz Lang de 1927, qui finalement a été abandonné après plusieurs années de préparation. Ouais, alors bon, je sais pas si tout le monde se rappelle de ce qu'est ce film Metropolis. C'est assez étonnant à regarder parce que c'est évidemment des très très vieilles images, mais en même temps c'est monumental de voir ce qui a été fait en 1927. Et pour l'anecdote, en plus, c'est un film donc de 1927 dont l'action se situe en 2026. C'était tout l'intérêt, justement, de refaire une adaptation de nos jours. Et il y a sûrement une histoire à raconter tout autour, ne serait-ce qu'un documentaire formidable. Voilà, donc c'est un film qui avait été très très mal reçu à l'époque et puis qui est devenu ensuite complètement chef-d'œuvrisé, tellement c'était extraordinaire de faire une production d'une telle envergure à l'époque. La quotidienne iWeek revient demain.